Hello, salut à tous. Salut Moni. Salut Louise, salut à Salut, tous. salut. Salut Tiffany, salut Pauline, Paul, Christian, Rami, des petits noms que je connais déjà, d'autres que je ne connais pas. Salut Romain. Je suis ravie d'être avec vous ce matin avec Moni qui va venir parler des stratégies LinkedIn Ads pour vendre des offres high ticket B2B. C'est forcément pas le premier canal auquel on pense quand on parle de vente high ticket et on peut avoir pas mal de préjugés, je pense, sur l'Ads pour la vente B2B. Donc, c'était trop intéressant de parler de ce sujet avec toi, Moni, et j'ai rapidement vu la presse. Je pense que ça va être quelque chose de très, très riche qui va apporter un max de valeur. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Héloïse. Je travaille chez La Grosse Machine et je suis en charge du Playground, qui est une communauté où les sales, les growth et les recruteurs échangent sur leur stratégie d'outreach, mais plus globalement d'outbound et de prospection. Et c'est sur le Playground que j'ai rencontré d'ailleurs Moni, qui est expert ads, qui est l'un des seuls experts ads de la commu, parce que comme je vous le disais, c'est pas forcément le premier levier auquel on pense. Et du coup, Moni, je te laisse te présenter en quelques mots. Yes, trop cool. Merci beaucoup Héloïse de m'accueillir sur ce live. Avec Merci beaucoup plaisir. à tous. Donc moi, je suis expert LinkedIn Ads. J'ai accompagné plus de 45 entreprises B2B dans leur acquisition de pipeline et de revenus via des stratégies LinkedIn Ads full funnel. Et je suis aussi l'hôte du podcast Marketing B2B. Je publie beaucoup de contenu sur LinkedIn. Et aujourd'hui, je vais vraiment essayer de démystifier LinkedIn Ads, qui, attention, n'est pas forcément un bon fit pour toutes les entreprises. Mais après, derrière, si on s'y prend bien et qu'on a un bon fit en termes de maturité digitale et aussi de correspondance par rapport à l'offre et au marché, on peut vraiment avoir des super résultats. Et c'est vraiment ce que je vais pouvoir montrer aujourd'hui. Trop bien. Avant de commencer, je voulais juste faire un peu un tour du propriétaire. Vous avez un onglet chat en bas à droite dans lequel vous pouvez discuter pendant tout le live. Vous avez aussi un onglet questions. Alors, on est limité en nombre de caractères, mais si votre question est plutôt courte, ça peut être aussi un bon endroit. Pour moi, c'est plus simple de les trier ainsi que dans le chat. Maintenant, si vous voulez écrire de façon plus exhaustive, faites-le dans le chat, il n'y a pas de souci, je gérerai très bien. Et l'idée, c'est qu'on prenne vos questions aussi au fur et à mesure du live. Moni va rentrer dans différentes étapes et il y en aura 6. Et à chaque fois, l'idée, c'est aussi de faire le point sur chaque étape et de prendre vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout du long. Ça donnera aussi du rythme à la masterclass et ce sera plus agréable pour tout le monde. Et je pense qu'on peut commencer du coup, Moni. Trop cool. Du coup, je vais partager mon écran. Ok, hop, je vais mettre ça en full screen. Yes, on voit bien. Pour l'instant, ça s'affiche super. Ok, et ben du coup, c'est parti. Bon, la présentation, c'est bon, je l'ai déjà faite, on va pas la refaire. On va directement aller sur pourquoi on aborde le sujet. Donc, LinkedIn, c'est le meilleur Rolodex du monde en termes de publicité. On peut vraiment toucher les audiences B2B là où elles se trouvent en termes de compte et en termes aussi de persona. Bon, ça fonctionne quand c'est bien piloté et on peut aussi faire un test à petite échelle quand on veut démarrer. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, si vous faites de l'ABM, c'est vraiment très intéressant grâce à cette possibilité de ciblage. Pour savoir un peu le niveau de maturité, si ça te va, Moni, je fais un petit sondage pour Ouais. savoir si dans l'auditoire, il y a des personnes qui ont déjà utilisé LinkedIn Ads. Ouais. Ça nous aidera aussi à savoir le niveau de maturité. Je te laisse continuer. Yes. OK. Donc aujourd'hui en B2B, on a un parcours d'achat qui est non linéaire et qui est aussi anonyme. Je vais vous montrer des stats qui m'ont beaucoup frappé. La première, c'est HBR. 72% des acheteurs, ils achètent une solution qu'ils connaissaient avant même de démarrer leur recherche. Donc ça veut dire que quand les gens de votre groupe d'achat rentrent en mode recherche active d'une solution et qu'ils n'ont pas encore entendu parler de vous, c'est souvent trop tard, malheureusement. Hmm. Deuxièmement, ça c'est une étude Okista qui vient de sortir. Il y a en moyenne en B2B SaaS 222 points de contact entre la toute première impression et le deal signé. Donc c'est pas 5 points de contact, c'est pas 15 points de contact, c'est pas 20, c'est plus dans les 200. Donc ça veut bien montrer, ça veut bien dire que c'est important de savoir que c'est pas juste avec quelques points de contact
qu'on va générer des leads et closer les différents leads. C'est vraiment long. Et multi-touch, multicanal, etc. Bien Et sûr. là, ça prend en compte les points de contact marketing, mais aussi sales. Ok, ouais, donc d'où l'utilité de faire du mix. C'est ça, exactement. Troisièmement, ça c'est une stat de HubSpot qui vient tout juste de sortir d'un rapport qui je crois que s'appelle quelque chose du genre maximiser votre efficience commerciale en 2024. 75% des prospects ne veulent pas remplir de formulaires pour accéder à du contenu. Bon, c'est un peu marrant parce que HubSpot, ils ont beaucoup poussé ce genre d'initiative où on force les gens à laisser leurs coordonnées. Ils vont un petit peu en arrière. Donc en fait, on a des gens qui veulent de plus en plus être anonymes avant de demander une démo, avant de parler à un commercial. Et enfin, ça c'est encore une autre étude de Hockeystack qui dit que les deals outbound influencés par LinkedIn Ads ont un taux de conversion de 26% plus élevé. D'où l'intérêt de faire du multitouch et de toucher les gens avec des points de contact à la fois inbound et outbound. Là, on a vraiment une stat qui est issue de leur data propriétaire. Donc en gros, par rapport à LinkedIn Ads, comment est-ce qu'on répond quels sont les deux grands objectifs qu'on a par rapport à LinkedIn Ads? On a de la création de la demande d'un côté et on a de la capture de la demande de l'autre. En fait, la création de la demande, ça répond aux 95% environ du marché qui n'est pas prêt à acheter aujourd'hui, qui n'est pas en recherche aujourd'hui et qu'il faut toucher en amont. C'est de la persuasion qui fait qu'au moment de rentrer en situation d'achat et de recherche, votre marque est déjà top of mind. Et comment on fait ça? On les éduque tous les jours avec le triptyque offre, preuve et contenu à haute valeur ajoutée. C'est la partie que beaucoup de gens ils oublient en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, eux, c'est bonjour, voulez-vous une démo? Donc voilà, on propose de convertir tout de suite en disant voilà, est-ce que vous voulez une démo, est-ce que vous avez un appel commercial? Donc ok, c'est ok de le faire, mais si on fait que ça, on se coupe une grande partie du marché, forcément. Et je pense qu'en outbound, c'est un peu pareil. C'est intéressant de faire aussi de la création de la demande en outbound en allant pousser des contenus et des preuves avant de forcément tout de suite vouloir vendre ta solution. Très clair. Par rapport à LinkedIn Ads, donc il y a des cas dans lesquels LinkedIn Ads est très approprié, des cas dans lesquels LinkedIn Ads est moins approprié, voire pas du tout approprié. Donc d'abord, évidemment, une cible décideur B2B, si vous vendez un produit, si vous vendez des livres, un truc B2C, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. Un besoin d'être précis sur les critères, notamment sur les critères firmographiques, le poste de la personne et l'entreprise où travaille cette personne-là. Sinon, ça ne sert à rien. Vous pouvez aller sur Meta et vous aurez des coûts par clic beaucoup moins chers. Et LinkedIn Ads, c'est quand même une initiative sur le moyen long terme. Ce que j'ai pu observer, c'est qu'on peut avoir des quick wins sur LinkedIn, des gens qui tout de suite vont rentrer dans le funnel et tout ce qu'ils vont acheter. Mais en général, c'est une chose qui s'inscrit dans le moyen long terme. Généralement, moi, je demande à mes clients de s'investir sur un minimum de 3 mois à 6 mois. C'est ça le temps nécessaire pour à la fois influencer suffisamment les gens et aussi pour pouvoir faire les itérations appropriées pour trouver ce qui fonctionne pour notre audience. Cas où ça ne fonctionne pas, audience non active sur LinkedIn. Après, c'est en B2B, il y a quand même beaucoup de chances que l'audience soit active sur LinkedIn. Une valeur annuelle moyenne inférieure à 10K par an, ça peut marcher pour un petit peu moins, mais plus la valeur du client annuel est faible, moins on a de chances que ça fonctionne au niveau publicitaire. Et enfin, ça c'est vraiment très important et c'est vraiment le point sur lequel je refuse 90% de mes prospects. Je leur dis, vous n'êtes pas prêts. Il n'y a pas de product market fit. Donc, il n'y a pas de product market fit, ça ne sert à rien de faire LinkedIn Ads. Il y a un contenu qui n'est pas suffisamment qualitatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un contenu qui attire des leads qui sont chauds. Il n'y a pas de CRM ou il y a un site qui est vraiment pas à la hauteur en termes de messaging ou en termes d'UX. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir ces piliers en face avant de faire des LinkedIn Ads. Et est-ce que la question du budget, tu vas l'aborder peut-être plus tard, mais il y a déjà Paul qui disait c'est aussi quand on a 20 000 € de budget par mois. Je pense qu'il y a voilà, une pensée collective qui est LinkedIn Ads, ça coûte cher et donc c'est pas adapté à moi. LinkedIn Ads, moi, mes clients, ils ont des budgets entre 3K et 7K par mois. Okay. Ce n'est pas des budgets non plus démentiels, mais c'est quand même des budgets relativement importants, sachant que, on pourra en parler tout à l'heure,
il y a des mini-campagnes qu'on peut mettre en place et avec un budget un peu plus réduit. Ok. Donc ça, c'est juste un tour rapide du Campaign Manager de LinkedIn qui permet de gérer les publicités. Donc c'est quelque chose de relativement classique où on peut créer des campagnes, gérer les campagnes, voir les métriques associées. Et plus tard, je vous montrerai une petite vidéo où on rentre un petit peu dans le Campaign Manager. Là, c'est juste pour avoir une vue un petit peu globale. Là, avec ce genre de courbe, on peut monitorer les performances des campagnes avec le temps, suivant différentes métriques. Là, par exemple, là, c'est le coût par clic moyen. On peut aussi extraire des reportings sur les données démographiques des campagnes, ce qui est extrêmement intéressant. Là, par exemple, c'est une campagne que j'ai faite en soutien d'une amie. On a voulu targeter les oncologues et aussi des spécialistes, des hommes politiques pour essayer de les influencer par rapport à une campagne de sensibilisation sur le cancer. Là, on a pu montrer que on a servi nos campagnes exactement aux bonnes personnes. La majorité des gens qui ont vu les pubs, qui ont cliqué dessus, c'était des oncologues. Et en fait, ce qu'on fait évidemment, c'est que si on voit des posts qui ne correspondent pas, les entreprises qui ne correspondent pas, on va derrière faire les exclusions, mais on verra ça un peu plus tard. Donc, voilà maintenant la première étape. Donc, il y a 6 grandes étapes pour performer sur LinkedIn. La première étape, c'est de cibler les personas et les comptes qui t'intéressent. Donc, en gros, il faut avoir fait un peu son boulot en amont. Donc, faire des interviews clients. Moi, je conseille à mes clients de faire au moins 12 interviews clients pour avoir un maximum d'insights. Donc, interview approfondie, ce n'est pas juste 2 minutes. L'idée, c'est de leur parler pendant 30 minutes et d'aller recorder le call. Prendre en compte tout le groupe d'achat. Parce que moi, je vois beaucoup de clients qui disent « Ouais, mais moi, je m'en fous, je veux pas les calls aux décideurs. » Le problème, c'est que le décideur, il est souvent très busy et souvent, il n'est pas forcément préoccupé par le problème que vous résolvez. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte tout le groupe d'achat. Moi, je le décompose en 4 composantes. Le décideur qui achète, le champion qui ressent plus la douleur au quotidien, l'influenceur qui va pas forcément avoir un pouvoir décisionnel, mais qui va quand même pousser la décision. Ça peut être notamment l'utilisateur final. Et enfin, le bloqueur, IT, légal, compliance, achat, qui va plus avoir tendance à freiner. Et là aussi, ces gens-là, je pense qu'il faut les toucher et je les touche dans les campagnes de sensibilisation avec des arguments qui vont leur parler à eux. Et après, évidemment, l'idée, c'est de consolider toute cette data dans un document que toutes les équipes vont pouvoir regarder ensemble, que ce soit les marketing et les sales. Et quand on parle de sales, l'idée, c'est de demander aux sales et de travailler avec les sales à construire une liste de comptes idéaux et à partir de cette liste de comptes, aller targeter cette liste sur LinkedIn pour être parfaitement aligné entre le marketing et les sales. Après, d'ailleurs, il y a un travail de pré-ciblage à faire. Donc là, je vais vous montrer un petit capture d'une petite vidéo pour vous montrer comment je fais le pré-ciblage avec Sales Navigator. Alors, on va lancer la vidéo. Donc là, on imagine que je cible le CEO de la Growth Machine. Donc en fait, je tape la Growth Machine dans Sales Nav prospect. Je tape son nom au CEO. Et là, je fais Entrée. Bon, je pense que vous connaissez bien Sales Navigator. Je tape sur Entrée et là, je vois apparaître donc Brice Martin. Et là, en fait, on voit en surbrillance développeur commercial. Et quand on clique ici, on voit que quand on a cliqué sur développeur commercial, Brice, il apparaît toujours. Donc, ça veut dire que dans le ciblage LinkedIn Ads, si on cible les gens qui ont la fonction développeur commercial, on va avoir notre persona. Et pareil pour PDG. Là, quand on clique sur PDG, pouf, il apparaît toujours. Donc pareil, si on le cible par poste, PDG, ça va marcher. Là, je crois que j'ai mis CEO. Ouais. Non, PDG, c'est bon. Et là, on va mettre un autre exemple. Je mets fondateur. Je fais inclure. Et j'enlève CEO. Et là, il n'apparaît plus. C'est-à-dire que si dans LinkedIn Ads, je target les founders, les fondateurs, et que je veux avoir cette personne-là, je ne vais pas l'avoir. Donc, ça permet vraiment de double-checker le ciblage LinkedIn Ads, parce que dans LinkedIn Ads, on ne peut pas voir, quand on fait le paramétrage du ciblage, on ne peut pas voir derrière les profils. Donc, on peut être un petit peu à l'aveugle. C'est pour ça que je pense que c'est important de passer par ce check-là. Donc, prenez vos 12 comptes, 12 clients que vous avez, reconstituez tout le groupe d'achat et essayez d'aller chercher les gens du groupe d'achat dans SalesNav pour aller voir, pour aller comprendre quels critères de targeting vous allez appliquer dans LinkedIn Ads pour targeter les bonnes personnes, essentiellement.
Voilà. On va passer à la slide suivante. Si j'y arrive. J'arrive pas à passer à la slide suivante. C'est un peu bugué. Oui, c'est bon. OK. Voilà. Donc, quelques conseils par rapport au ciblage. Ne pas cibler trop large. Et on verra un exemple tout à l'heure. Filtrer par entreprise et filtrer par persona. Donc, c'est vraiment les entreprises et les personas. Là, c'est un exemple de mauvais ciblage. C'est un exemple où on cible la France et on cible des postes. Là, c'est les gens, on cible tous les CEO de France. Et on tombe sur une audience de 400 000 personnes, ce qui est beaucoup trop. Typiquement, sur LinkedIn Ads, sur une audience froide, j'essaie d'avoir une audience entre 20 000 et 100 000 personnes à peu près. Si j'ai beaucoup plus de 100 000 personnes, c'est un signal comme quoi mon audience est beaucoup trop grosse. Ça, c'est un exemple de bon ciblage d'audience. On a 40 000 membres. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un recoupement entre les postes des personnes et aussi les secteurs d'activité de l'entreprise et aussi la taille de l'entreprise en nombre d'employés. On peut aussi cibler les entreprises par revenu, par exemple plus de 1 million, plus de 10 millions, etc. Mais LinkedIn Ads, il s'appuie sur sa propre data propriétaire qui, en mon sens, est beaucoup plus précise par rapport au nombre d'employés. Parce que, évidemment, chaque entreprise, elle a des employés qui sont associés à l'entreprise. Attention, il faut juste prendre en compte l'entreprise avec beaucoup de main-d'œuvre, entre guillemets, col bleu, ou je sais pas, n'importe quoi, genre Bouygues Construction. J'imagine que beaucoup de leurs employés ne sont pas forcément sur LinkedIn. Donc là, on aura tendance à sous-évaluer sa taille sur LinkedIn Ads. Il faut juste faire attention à cette considération-là. Donc maintenant, c'est juste un exemple par rapport au filtre d'entreprise sur LinkedIn. Donc là, on dit les entreprises font entre X et X employés et elles correspondent au secteur production industrielle. Attention aux critères et ou. Si vous mettez et, en fait, vous restreignez typiquement l'audience. Si vous mettez un ou, vous augmentez l'audience. Ça, c'est une bonne heuristique à savoir. Parce que des fois, on peut se tromper entre le et ou et ça peut donner évidemment des catastrophes. Si vous mettez un ou au lieu d'un et, vous allez avoir une audience beaucoup trop élargie. Oui, et aussi, on peut faire un ciblage entreprise tierce depuis le CRM. Ça, c'est hyper intéressant. Vous prenez une liste identifiée par vos sales et vous la poussez depuis HubSpot vers LinkedIn Ads, ce qui permet d'aller targeter exactement la même cible et donc du coup d'avoir un alignement parfait. Et enfin, on peut aussi utiliser par rapport au filtre par poste. Donc là, par exemple, on prend les gens qui sont directeurs du service marketing, directeur marketing, etc., etc. Par rapport au retargeting. Retargeting, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir retoucher les gens qui ont déjà qui ont déjà été touchés par nos assets. Donc, par exemple, là, ce que je fais typiquement comme audience de retargeting, ces audiences de retargeting à 30 jours, 90 jours et 180 jours par rapport à des gens qui ont été touchés par le site web, donc visiteurs du site web, ou bien qui ont visité la page d'entreprise, ou bien qui ont été touchés par une publicité image, qui ont cliqué sur une pub image, ou bien qui ont vu 50% d'une publicité vidéo, sachant aussi que je vais exclure les gens qui ont visité la page carrière, si je ne veux pas embaucher des gens, si je veux plus trouver des clients. Et évidemment, j'ajoute un filtrage d'ordre firmographique pour filtrer un peu ce trafic. Parce que, je ne sais pas, par exemple, je veux avoir que des grosses boîtes. Ou alors, je veux avoir que des boîtes de tel secteur. Ce qui me permet de requalifier mon trafic que j'ai sur mon site web, que j'ai attiré depuis toutes les sources. Je le requalifie et je lui mets des filtres qui vont avoir tendance à montrer les pubs à des meilleures personnes. On a une question de Paul avant de passer à l'étape 2 sur la taille de l'audience LinkedIn Ads que tu recommanderais. Oui. Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, typiquement, ordre de grandeur entre 20 000 et 100 000. Si l'audience est plus grosse, ça veut dire que tu n'as pas assez segmenté. Ça veut dire que, par exemple, tu adresses trop de secteurs différents. Donc, ça veut dire que peut-être que tu vas faire un ciblage avec un cluster d'audience, un cluster par exemple de secteurs qui se ressemblent entre elles, et une autre audience avec un autre cluster. Et du coup, tu vas pouvoir avoir des messages qui sont beaucoup plus segmentés. L'autre alternative, c'est que tu as mélangé trop de postes différents. Je sais pas, n'importe quoi, tu as mis les marketeurs et les sales aussi. Non, en fait, si tu découpes,
Si tu fais une campagne pour les marketeurs, une campagne pour les sales, peut-être que là aussi, ça va te permettre de découper plus ton audience et d'avoir une audience plus petite. Donc ça, c'est audience trop grosse, mais aussi les audiences trop petites. Si l'audience, une audience froide, c'est-à-dire audience de gens qui n'ont pas encore engagé avec tes publicités et ton site, si elle fait beaucoup moins que 20 000 personnes, en fait, ce qui va se passer, c'est que tes coûts, en fait, ils vont augmenter aussi. Donc, c'est pour ça qu'en fait, là, il faut faire attention. Ça dépend. Moi, typiquement, j'ai tendance à ne pas faire de campagne si l'audience froide, elle est inférieure à 20 000 personnes. Par contre, en retargeting, c'est un petit peu différent. On est sur des gens qui ont déjà engagé avec le site, etc. Donc là, je me permets en fait de retoucher les personnes sur une audience de plusieurs milliers de personnes. Donc moi, mon heuristique, c'est supérieur à 1000, sachant que la limite théorique, c'est 300. J'ai déjà lancé des campagnes sur des audiences de 400 personnes. On a du mal à diffuser quand même. Okay. C'est un peu trop petit en fait. Donc voilà, c'est plutôt 1000. Et on en a peut-être parlé, les lookalikes, c'est quelque chose qui est possible d'utiliser aussi peut-être quand on a une audience trop fine et trop petite au début. On peut faire du lookalike, on appelle ça maintenant les audiences prédictives. Faut se baser sur la data propre. Donc voilà, par exemple des contacts sur le CRM ou des choses comme ça. Et effectivement, derrière, on peut aller créer une audience sur LinkedIn basée sur ça. Ok. Et Paul qui dit du coup 20 000 personnes, c'est déjà assez énorme, mais très clair. Et Constance demande quel budget est recommandé pour une campagne de retargeting quand on a quelques milliers de personnes versus le budget pour de l'awareness? Ouais, excellente question. En fait, il va y avoir deux variables qui vont gouverner ça. C'est le nombre d'assets que tu as à présenter. Est-ce que tu as 3 assets à présenter dans ta campagne ou est-ce que tu en as 20? En fait, parce qu'en fait, et aussi le budget. Parce que l'objectif sur le retargeting, c'est la métrique importante dans le retargeting, pour moi, c'est la fréquence à 30 jours. C'est-à-dire que sur les 30 derniers jours, tu veux servir ta publicité suffisamment de fois pour avoir une répétition suffisante sur une variété de contenus, sachant qu'il faut absolument mettre le paramétrage rotation équilibrée des ads et non pas optimisation pour les clics. Sinon, forcément, tu vas avoir 10 ads et tu vas juste en montrer une. Donc forcément, ça ne va pas forcément plaire aux gens. Donc il faut avoir cette fréquence-là. Et en gros, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir un ratio 1-1 entre ma fréquence à 30 jours et le nombre d'assets que je montre. Par exemple, si j'ai une fréquence de 10 sur ma campagne, je vais mettre 10 assets en rotation équilibrée, ce qui va faire que mécaniquement, en moyenne, les gens ils vont voir 10 fois mes assets sur les 30 derniers jours et aussi des assets différents, ce qui leur donnera une expérience intéressante. Et par rapport à la fréquence, ce que je fais, c'est que j'essaie d'avoir une fréquence qui va être en gros entre 8 et 10. En dessous de 8, c'est pas assez pour moi. Au-dessus de 10, ça commence à faire un petit peu trop. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon audience, je mets un budget dessus, budget minimum 10 € au jour, ce qui fait 300 € mois, et je regarde quelle a été la fréquence effective. Et en fonction de ça, je vais mettre le bon nombre d'assets et je vais aussi mettre le bon budget. Donc ceci étant dit, sur les campagnes de retargeting sur plusieurs milliers de personnes, ça dépend parce que chaque campagne, chaque audience, elle va avoir des coûts qui vont être différents. Mais moi, j'ai des campagnes de retargeting, j'en ai à 500 € par mois. Et je crois que de mémoire, c'est des audiences qui font quelques milliers de personnes, peut-être 2000, 3000 personnes ou une chose comme ça. Mais pour moi, voilà, il faut expérimenter sur ta propre audience et apprendre au fur et à mesure et itérer au fur et à mesure. Ok, très clair. Elle te dit que c'est super clair. Merci beaucoup. Super. Ok, donc maintenant, ce que je peux faire, c'est passer à l'étape 2, qui est l'architecture de compte LinkedIn Ads. Par rapport à l'architecture, il y a 2 grandes architectures extrêmes qui se retrouvent et que je mets en place pour mes clients. Donc la première, c'est l'architecture Cognism, qui est une super boîte Martech. Eux, ils saturent le marché avec toutes leurs catégories de contenu. C'est-à-dire qu'eux, ils ont 5 buckets de contenu différents. Donc, contenu expert, thought leadership, social proof, marketing du produit et enfin retargeting. Et en fait, ils ont un certain marché adressable et tout ce marché adressable-là, ils vont leur mettre toutes les couches de contenu. Pourquoi ? C'est parce qu'à mon avis, ils ont un bon budget
par rapport à la taille d'audience. Donc, ils peuvent se permettre de faire cette saturation sur toutes les catégories de contenu. C'est toi qui gères pour eux l'ADS? J'aimerais bien, mais non. Ok, parce que je suis bien targetée par leur pub et j'aime beaucoup les créas. Ouais, non, mais franchement, bon, c'est parmi les meilleurs du monde en termes de publicité. Donc, clairement, ils sont très forts. Donc ça, c'est là. Voilà, en gros, vous avez un bon budget par rapport à votre taille d'audience. Voilà, vous le saturez sur toutes les catégories. L'autre architecture sur l'autre extrême, c'est l'architecture Impactable, une belle agence américaine que j'aime beaucoup. Et eux, en fait, c'est l'inverse. C'est plus, ils vont aller générer une audience de retargeting basée sur une à deux campagnes froides. Donc moi, j'aime bien, par exemple, mettre une campagne image et une campagne vidéo, les mettre ensemble et aller targeter une audience froide. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va nourrir les audiences de retargeting, donc basées sur des visites de site web, des clics sur les pubs et aussi des engagements sur les vidéos, c'est-à-dire 50% de vidéos vues. Et derrière, en fait, on retarget cette audience-là avec toutes les autres couches de contenu. Et donc, entre guillemets, on a besoin de moins de budget pour aller adresser toute l'audience. Voilà. Et puis après, si vous voulez, vous pouvez aussi entre guillemets, être un peu entre les deux, faire ça. Enfin, vous pouvez faire 50%, avoir beaucoup de campagnes en froid et beaucoup de campagnes en retargeting. Juste pour vous donner des idées. Là, je vous donne juste un exemple de structuration de campagne que j'ai pu mettre en place pour un client. Donc, en trafic froid, j'ai mis juste une campagne d'image basée sur un marketing de l'offre. Donc, des campagnes relativement directes où on va essayer d'éduquer les gens par rapport aux problèmes qu'ils ont et les relier à notre produit sans leur demander de convertir. C'est-à-dire, on leur demande juste d'aller visiter le site web. Et puis après, derrière, ce que j'ai mis en place, c'est des campagnes du coup, de nurturing avec du retargeting sur 90 jours. Donc, moi, je les ai touchés sur plusieurs différents buckets de contenu. Donc, toujours sur du marketing de l'offre, sur d'autres arguments que ceux que j'ai donnés dans la couche froide, mais aussi derrière de la social proof et un mélange de contenu et de thought leadership. Comment est-ce que je différencie contenu et thought leadership? C'est un peu deux cousins proches. Le contenu expert, ça sera vraiment quelque chose qui va être très proche de l'offre clé que tu vends. Le thought leadership, c'est quelque chose qui va être un peu plus éloigné. Je donne un exemple. Je suis expert LinkedIn Ads. 90% de mes contenus, c'est du LinkedIn Ads. Et 10% des contenus, c'est je parle de marketing B2B, alignement, marketing sales, etc. Et je pense que c'est une bonne idée de jouer sur les deux fronts pour être vu vraiment comme un vrai leader d'opinion. Et puis après, derrière, ce que j'ai mis en place dans la décision, donc retargeting 30 jours, donc audience un peu plus chaude, là, des campagnes plus assertives en mode, voilà, ok, tu as ce problème-là, bah, si tu veux, on répond à ça, viens booker une démo. Et enfin, derrière, pour rester top of mind pendant 180 jours, pour toutes les personnes qui ont été touchées au moins une fois par les ads ou par le site, je mets des campagnes text ads et spotlight ads. On verra le format plus en détail après, qui permet vraiment de rester top of mind pendant très longtemps avec une grande variété de contenus. Donc, c'est des formats qui sont peu utilisés et du coup, on va voir un petit peu comment ça marche plus tard. S'il n'y a pas de questions, je peux passer à l'étape 3. Ouais, carrément. N'hésitez pas à poser vos questions, mais pour l'instant, on peut avancer. Ok, super. Étape 3, c'est optimiser les landing pages. Donc, j'ai quelques considérations à vous montrer. Donc, l'efficacité du site web, la landing page est évidemment extrêmement importante. On peut avoir les meilleurs ads du monde. Si on n'emmène pas vers une destination qui est pas pertinente, ça ne fonctionnera pas. Il y a aussi un processus de conversion à optimiser. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, attention au tracking, qui évidemment va nous faire remonter de la data, qui va nous aider à optimiser les choses et aussi à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, on va commencer par l'efficacité de la page de destination. Donc moi, ce que je fais, typiquement, c'est que je n'envoie pas vers une landing page segmentée, sauf si je fais de la capture de lead, par exemple, n'importe quoi. On emmène les gens on peut les inviter à un event physique et on a une page on capture les gens pour participer à l'événement physique. Là, c'est OK. En revanche, sur 99% des campagnes, j'emmène les gens vers le site web. Ça peut être une page produit, ça peut être une page use case, parfois ça peut être la home page, dans laquelle les gens ils peuvent naviguer comme ils ont envie sur tout le site web.
ma logique, c'est que en B2B, sur de l'offre à très forte valeur ajoutée, il y a un aspect anxiogène associé. La personne, si elle achète la même solution, elle peut perdre son boulot. En conséquence, l'idée, c'est pas de capturer les gens tout de suite. L'idée, c'est de les toucher une première fois, de les retoucher une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, pour que les gens aient vraiment confiance, ils puissent naviguer un maximum dans le site web pour pour devenir top of mind et surtout que les gens ils disent, OK, on peut faire confiance à ce prestataire-là. C'est pas un truc un peu bizarre qui fait peur. Deuxièmement, optimiser à fond pour la rapidité et l'expérience mobile, sachant que 80% à 90% du trafic LinkedIn Ads, il est mobile. Donc, moi, toujours, je teste les landings de mes clients sur mobile. Et pareil pour les publicités. Et enfin, évidemment, les messages sur le site web, ça va être basé sur votre connaissance client qui aussi est itérative. Si vous ne faites pas les interviews clients tous les 3 mois, je pense que c'est quelque chose qui doit être mis à jour de manière fréquente parce que les attentes peuvent changer. Maintenant, je vais montrer quelques exemples. Donc ça, c'est l'exemple de Hotjar. Et on voit qu'au lieu de juste avoir une bête capture d'écran, ils ont une micro-animation, vous voyez, où on voit vraiment comment ça marche leur solution. Et ça permet aux gens de mieux se projeter sur la solution. Je vais passer à l'exemple suivant. Ça, c'est Agicap. Donc, c'est ça, d'ailleurs, c'est une page destination d'une publicité. Et comme vous pouvez voir, c'est pas le landing page. Enfin, avec une segmentée, on peut se balader un peu comme on veut sur leur site. Et là, ce qu'ils montrent, c'est une capture d'écran qui permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Il y a une question de Paul qui demande qu'est-ce que tu penses des formulaires in-ads. Il a l'impression que beaucoup de gens le remplissent par erreur. Sur Meta, beaucoup. Sur LinkedIn, moins. J'ai quand même généralement des bons résultats sur le lead gen form. Évidemment, c'est extrêmement adapté quand on fait de la lead gen, c'est-à-dire que quand on propose des livres blancs, des choses comme ça. Et même pour l'événementiel, ça fonctionne bien aussi de faire ça. Mais par contre, ce que j'ai à dire par rapport au lead gen form, c'est qu'il faut tester. C'est que moi, typiquement, je vais vous donner un exemple. J'ai fait une campagne de promotion d'un event pour un client assez récemment. On a testé tous les dispositifs. On a testé par lead gen form et on a testé par landing page. Et de manière contre-intuitive, on a eu un meilleur coût par lead sur les landing pages. Alors c'est vrai qu'en théorie, sur les landing pages, on a moins de leads mais plus de qualité. Et l'inverse sur les lead gen form. C'est pour ça que je suis quand même tenté de dire, c'est mieux de tester. C'est mieux de tester entre la landing page et lead gen form. Ok. Sachant que sur LinkedIn, sur lead gen form, petite remarque, on peut entre guillemets forcer les gens à mettre une adresse email professionnelle. Ok, ouais, c'est pas mal. Voilà. Oui, pardon. On va montrer. Ça, c'est OneNote. C'est un outil de démo interactive. Et évidemment, ils ont une démo interactive pour montrer leur outil de démo interactive. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'avec ça, c'est que les gens, ils n'ont pas besoin d'aller parler à un sales pour voir le produit. Ils peuvent faire leur démo tout seuls comme des grands et voir comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu le next level. C'est un peu le next level. Ça ne se fait pas encore en France, mais ça se fait aux US maintenant. Donc, l'idée, c'est d'emmener les gens vers une page où ils peuvent faire leur démo interactive, sachant que soit ça peut être ungated, c'est-à-dire que les gens peuvent accéder vraiment de manière libre. On clique et boum, on le fait. Ou alors, ça peut être fermé. On peut dire aux gens, voilà, laissez votre adresse email et boum, derrière, vous pouvez pouvoir voir la démo interactive. Bon, voilà, faut tester pour voir ce qui marche mieux pour vous. Ok, trop bien. Et enfin, voilà, par rapport je trouve que c'est intéressant, c'est Cognism sur la navigation en haut, on peut proposer différents cas d'usage pour que différents personas puissent se retrouver dans votre produit si vous voulez servir plusieurs personas. Donc, par rapport au landing page, donc maintenant, c'est le processus de conversion sur lequel j'ai envie d'apporter quelques détails. Donc, quelque chose qui est bien, c'est de permettre aux gens de booker directement un appel dans l'agenda des sales. On verra un exemple tout à l'heure. Quelque chose qui est important aussi, c'est d'installer l'auto-attribution. Donc, pareil, je montrais un exemple tout à l'heure aussi par rapport à ça. Et enfin, sur la page de contact, mettre des éléments de valeur et de social proof. Pareil, il y aura un exemple. Trop bien. Ça, c'est l'exemple de Refine Labs. Donc, à gauche,
là, en fait, ce qu'ils disent, après avoir complété le form, vous pourrez prendre un rendez-vous directement dans le calendrier des sales, ou alors on va rentrer en contact avec vous. Donc voilà. Et ce qu'ils ont ajouté aussi, How do you hear about us avec une étoile. Comment avez-vous entendu parler de nous en obligatoire, avec comme réponse pas des réponses prédéfinies, mais un champ textuel de plusieurs lignes qui encourage les gens à écrire une petite histoire. Donc, Ok. il y a beaucoup de gens qui vont écrire web ou digital ou internet, mais aussi des gens qui vont écrire une petite histoire, qui vont dire ouais, je vous ai vu sur tel salon, machin, et puis après j'ai vu vos pubs et machin, j'ai cliqué. Ça, c'est la vérité. Ou alors, j'ai ma DRH qui m'a dit de vous contacter. Et ça, c'est hyper intéressant comme data, sachant que le tracking, malheureusement, devient de plus en plus difficile avec la RGPD et avec aussi d'autres obstacles techniques. C'est pour ça que combiner le tracking, l'auto-attribution avec les outils classiques est extrêmement important selon moi. Et sur la partie un peu storytelling, est-ce que du coup, c'est derrière des assets qui peuvent être utilisés pour des pubs ou est-ce que voilà, c'est une matière de création aussi, ces réponses un peu storytelling quand les personnes racontent l'histoire? Ou en tout cas, est-ce que c'est que de l'attribution derrière ou est-ce que ouais, derrière, ils s'en pour moi, servent c'est pour pas autre chose? nécessairement pour faire du contenu, mais ce sera plus pour voir ce qui a marché en fait. Je sais pas, par exemple, l'événement ça a marché, enfin, l'événement ça a attiré des gens. Si c'est par exemple, j'ai vu les posts de votre CEO sur LinkedIn, forcément on va dire ah ouais, effectivement, ces posts-là ça fonctionne. Donc c'est plus pour comprendre en fait quelles initiatives et quels contenus ont fonctionné en fait. Et il y a Constance qui pose la question, est-ce que cette question-là, vaut mieux pas la garder lors du call pour éviter de faire baisser la conversion avec un form trop long? Ouais. D'expérience, ça fait pas baisser la conversion, sauf si on vend un produit à 5 euros. Les gens, ils ont un gros problème à résoudre, qui déjà est painful, ils sont convaincus. Donc typiquement, ça va pas baisser la conversion. Après, effectivement, si vous êtes hyper bien aligné avec vos sales et que vos sales, ils vont vraiment poser ces questions-là, ils vont bien répondre, etc. Pourquoi pas? Pourquoi pas se dire, ok, cette question-là, on la laisse. C'est les sales qui le font, mais par contre, pour chaque personne qu'ils ont, il faut qu'ils leur demandent. Et il faut qu'ils renseignent ça dans HubSpot. Sinon, ça sert à rien. Et à la limite, peut-être que l'entre-deux, c'est le menu déroulant qui, en effet, permet de ne pas aller dans le détail, Ouais. mais au moins d'avoir cette attribution. Enfin, je sais pas. Oui, évidemment, mais c'est marrant parce que que tu dis ça, j'ai un client qui a voulu mettre ça en place. Il a dit non, mais moi je veux pas mettre ça, je veux mettre un truc déroulant. J'ai dit ok, c'est moins optimal selon moi, mais c'est Bien mieux que sûr, rien entre on nous. va moins dans la granularité et c'est certain, on a moins de détails. Moins de Okay. granularité et aussi on va biaiser les réponses. Les gens ils vont prendre un truc parmi les trucs, Ouais. les solutions. Donc, ouais, c'est pour ça. Donc ouais, par rapport à ça, c'est un exemple de iAdvice que je trouvais bien. Donc eux, voilà, ils parlent vraiment des bénéfices, de leur solution. Il y a de la rassurance, 350 marques. Comme ça, on motive les gens à remplir le formulaire. Et enfin, d'ailleurs, on passe à la partie tracking. Donc, on ne va pas forcément aller trop en détail par rapport à ça, mais c'est important de mettre en place le tracking côté LinkedIn Ads. Donc, typiquement, on passe par Tag Manager pour mettre en place le tracking. Il y a aussi, on peut passer aussi par la Conversion API si on est avancé techniquement, ce qui permet de faire remonter plus de data. Et aussi, c'est très important de connecter LinkedIn Ads avec HubSpot, ce qui va permettre, de faire remonter la data HubSpot vers la publicité. Donc, par exemple, pouvoir dire, ah ouais, telle publicité, elle a généré un close one ou une opportunité, etc. Mais aussi, dans HubSpot, dans la fiche contact, la fiche contact, on va pouvoir voir les interactions publicitaires. On va pouvoir voir que Machine, elle a cliqué sur la pub X tel jour. On a une question. Est-ce que tu veux que je la garde pour la fin de l'étape? Oui, peut-être, ouais. Donc, ouais. juste, ouais, pour pas te couper. Vas-y. C'est ça. Donc, très rapide, l'attribution parfaite n'existe pas, surtout en B2B. On perd beaucoup de conversions sur LinkedIn Ads. Bon, je suis triste de le dire, mais c'est vrai. Pourquoi? Conversion multi-appareil. La personne, elle voit la pub sur mobile et elle convertit sur desktop. LinkedIn, il ne peut pas. La personne, elle engage avec une pub, mais elle convertit 91 jours après. La fenêtre d'attribution maximale de LinkedIn, c'est 90 jours. Pareil, ça ne remonte pas. Conversion par le bouche à oreille, évidemment, ça ne remonte pas. Et enfin, refus des cookies ou ad blockers,
pareil, évidemment, ça ne remonte pas. Donc voilà, il faut vraiment savoir qu'on n'aura jamais une attribution à 100%. Et effectivement, on peut maintenant revenir. Je ne sais pas s'il y avait une question par rapport au Oui, il y tracking. avait. Alors, c'est pas forcément au tracking, mais il pose la question de savoir s'il y a un intérêt à lancer des ads en même temps qu'une campagne LGM, notamment sur le problème de la taille de l'audience. Justement, oui, c'est bon. Est-ce que tu peux peut-être. C'est quoi la taille de ton audience? Ouais, n'hésite pas à détailler un peu, Paul, et puis même quel est l'objectif que tu suis via la campagne LGM et versus l'ADS, si c'est le Ouais. même. Donc, il dit c'est 200 à 500 personnes. Ouais, 200 personnes. Oui, en gros, ça peut faire une micro-campagne parce qu'il y a un taux de matching qui ne sera pas parfait. On peut matcher les audiences de deux façons différentes, soit par email, ce que je ne conseille pas trop, soit par entreprise et persona. Moi, je conseille plus de faire comme ça. Donc, effectivement, ce que tu peux faire, c'est dans LinkedIn, tu vas mettre ta liste d'entreprises, soit depuis HubSpot en synchronisation automatique, soit en import CSV. Comment ça fonctionne? Tu mets un CSV et tu mets juste l'URL de la page entreprise sur LinkedIn, ce qui permet à 100%, en gros, tu vas matcher à 100%. Tu n'as pas besoin de galérer à mettre tous les autres champs qui ne servent à rien, en fait, en vérité. Donc, tu matches les entreprises et à l'intérieur de ces entreprises, tu vas aller prendre tes personas, tes CMO, tes growth marketer, etc., etc. Et là, tu vas servir tes ads. Et effectivement, idéalement, c'est servir tes ads avant de lancer la outbound. Comme ça, les gens ils voient partout. Et puis après, ils vont pouvoir voir tes messages. Ouais, c'est bien bien évidemment, c'est ce qu'il avait en tête, faire de l'awareness via l'ADS et multiplier ensuite les canaux pour rentrer en contact en direct. Idéalement, sur du Thought Leader Ads, on en parlera un petit peu de ce format, mais pour moi, c'est un peu le format Game Changer en 2024 que presque personne n'utilise correctement aujourd'hui. Ok, trop bien. Alors, maintenant, on passe à l'étape numéro 4, c'est les étapes pour créer des pubs performantes sur LinkedIn. Donc, répéter sans être répétitif. Donc, en gros, l'idée, c'est un peu de marteler nos messages par rapport à notre produit, mais plus changer le wording, changer les arguments, de sorte que les gens ne soient pas saoulés, qu'on ne montre pas 50 fois la même publicité. Travailler le texte et travailler le visuel. Donc là, on va pouvoir voir ça par la suite avec des précos et des exemples. Donc le texte. Donc en fait, l'idée, c'est évidemment de partir du persona et de la manière dont tu réponds avec ton offre ou ton contenu aux préoccupations de ton persona. L'élément le plus important, c'est l'accroche. Donc c'est la première phrase. Là, en dessous, j'ai donné des exemples d'accroche qui étaient pas mal, de metadata. Et j'ai 4 formules faciles pour les accroches. Le premier, c'est un problème de ton audience. Le deuxième, c'est plus un désir qu'ils ont, une aspiration. Le troisième, c'est une question qui se pose et qui est résolue qui est répondue par ton contenu ou par ton produit. Et enfin, ça peut être une statistique qui peut être au choix intrigante ou alarmante et qui va attirer les gens vers ton contenu. Maintenant, par rapport au texte, d'autres précos, donc principe de base de copywriting, couper les mots inutiles. Donc là, on voit que par exemple ici, il n'y a pas de mots inutiles, il n'y a pas d'expression inutile, il n'y a pas de blabla. On rentre directement au cœur du sujet. Arrêtez de gaspiller votre temps précieux à gérer des signatures d'email. Faites ce que notre client a fait à la place. Et après, derrière, voilà, en gros, proposition de valeur, expérimenter l'avantage d'avoir une solution centralisée d'email conçue pour le scale. Bon, magnifique traduction, je ne serai pas un très bon traducteur. Mais voilà, en gros, être extrêmement percutant au niveau de la pub parce que, évidemment, les gens ne sont pas là pour voir des pubs. Donc, paragraphe de 3 lignes maximum, sachant que beaucoup du trafic, il est mobile. Donc, c'est important de mettre, quand vous créez votre pub, de mettre la preview, de mettre l'aperçu mobile pour voir comment ça va rendre sur mobile. Moi, ce que je fais toujours, c'est des tests, évidemment. Donc, je teste différents angles. Je teste un ton sérieux contre un ton décalé. Je teste des pubs courtes vs des pubs longues. Voilà, donc pub courte, c'est 150 caractères. Pub longue, c'est 600 caractères. Sachant que différentes audiences réagissent différemment. Et long, ça ne veut pas dire ennuyant. Long, ça veut dire que c'est long, mais il n'y a que des choses pertinentes et intéressantes. C'est exhaustif. Voilà, exhaustif, et c'est ça.
Et enfin, emoji. J'aime bien mettre des emojis. Maximum 2. Si on met trop d'emojis, LinkedIn, il n'est pas content. Et pas de hashtag, évidemment. Les hashtags, ça sert à rien. Les hashtags, ça permet d'avoir des clics qu'on paye vers la page hashtag associée. Donc, bon, c'est vraiment pas une bonne idée. Et en organique, les hashtags? En plus. Ah, on organise les hashtags. À la rigueur, 1 ou 2 à la fin du post, pourquoi pas. Mais je trouve que quand on fait trop de hashtags, ça fait un peu genre 2010, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, je me demandais s'il y avait un ressort algorithmique intéressant ou pas. Peut-être ouais. Il me semblait qu'à un moment donné, ça aidait LinkedIn à comprendre de quoi parle ton contenu en général. Je pense que c'est. Mais voilà, mais ouais, je pense que l'effet, il est quand même pas très élevé. Moi, perso, j'en utilise pas. Ouais. Et est-ce que je peux poser une question aussi sur l'organique, mais peut-être que tu sauras pas. Ouais, bien sûr. Cette fameuse double école, lien en premier commentaire versus lien dans le post, tu as un avis là-dessus? Ouais, moi, en général, je mets en commentaire. Je mets en commentaire. Parce que typiquement, Ok. je vais avoir un petit peu de moins de portée en fait sur le post. Mais ça m'arrive, comme d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui sur un post où j'ai poussé le webinar, bah, j'ai mis directement dans le truc. Pour J'ai mis directement. Par contre, faciliter j'ai l'accès. dit, s'il vous plaît, engagez avec le post. Ouais, ok, ça marche. Très clair. Et en effet, tu as Voilà. Tiffany qui dit les hashtags en organique, ça fait cheap. Évitez. Ouais, ça fait un peu genre Community Manager 2005, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, exemple de visuel. Donc en fait, le but, c'est deux buts, hein. C'est une réaction émotionnelle et c'est stopper le scroll. Utiliser des couleurs vives. Donc là, on voit des couleurs vives qui pop, qui sont un peu différentes là. Ça ressort vraiment en fait du fil d'actualité qui est un peu bleu, beige, noir, etc. Le visuel doit porter le message. Donc là, en fait, on a voilà, avant Walnut, c'est un pauvre poussin avec rien dessus, et après Walnut, bah là, c'est un super poussin. Et là, c'était une pub de Noël. Est-ce que vous ressentez que vos sales sont coincés? Créer des démos personnalisées, et là, on voit un pauvre Père Noël qui est coincé. Donc, en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment que le visuel, il stoppe le scroll, il soit un peu différent, on appelle ça un pattern interrupt, mais qu'en plus, il aille supporter votre message publicitaire pour avoir une meilleure mémorisation, d'ailleurs. Donc là, d'autres conseils. Donc en fait, moi, je te conseille de tester des pubs qui ne ressemblent pas à des pubs. Donc voilà, par exemple, ils n'ont pas pris une photo stock toute pourrie. Ils ont pris en photo la CMO de Communism qui a écrit un livre. Ils ont pris sa photo. Et derrière, ils ont fait un screenshot d'un commentaire sur ce livre-là. Trop bien. Là, voilà, ça fait vraiment podcast, etc. Donc voilà, ils ont pris une sorte de podcast vidéo de la personne. Et là, clairement, c'est un mime où ils ont détourné un peu le truc. Trop bien. On peut aussi screenshot des avis clients. On peut faire vraiment beaucoup de choses. En fait, l'idée, c'est d'être vraiment créatif par rapport à ça. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression que ça vaut aussi pour de l'organique, tout simplement pour arrêter le scroll aussi et gérer plus d'impressions. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Pour ça que je pense que mais c'est important de dire que quand on parle d'ads, on n'a pas du coup à retomber dans des patterns d'ads trop standardifiés. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il y a quand même la notion de brand. Donc, le fait de mettre son logo. Globalement, j'ai quand même tendance à mettre le logo de la marque pour quand même avoir cette mémorisation-là. Mais c'est vrai que par moment, sur vraiment, par exemple, un screenshot d'un post unique d'un client, bah, je ne vais pas mettre le logo de la marque. Bien sûr. Comment que ça fasse post organique. Donc là, je vous présente la bibliothèque publicitaire de LinkedIn qui permet d'aller scanner toutes les pubs d'un annonceur en particulier. Donc là, c'est par exemple celle de GetAccept. On peut vraiment voir toutes les pubs. Après, évidemment, on n'a pas accès à leur métrique de performance, mais on peut quand même voir s'ils ont servi beaucoup d'impressions. Donc on peut se dire qu'ils ont servi énormément d'impressions. Probablement, la publicité n'est pas un anti-désastre. On peut aussi chercher par mots-clés. On peut par exemple cliquer sur démo pour voir toutes les pubs démo d'une certaine marque ou d'un certain pays. Donc on va passer à la step suivante. Hop, ici, tac. Okay. Les formats publicitaires qui fonctionnent. Donc par rapport au format, moi j'utilise primairement ces 6 types de formats que je vais vous présenter tout de suite. Donc le premier, c'est le format image unique, c'est vraiment le format classique avec lequel tout le monde commence, le format qui fonctionne bien.
typiquement en carré, 1 pour 1, ou en rectangle, 9/16e, et non pas 16/9e. 16/9e, c'est extrêmement mauvais en mobile, alors que 9/16e, ça marche très bien en mobile, ça permet de prendre beaucoup de place sur l'écran de la personne. 9/16e, c'est donc story, enfin c'est full écran. C'est ça, ouais, c'est ça. Et est-ce que le format 4/5e, qui est un peu un carré allongé, existe sur LinkedIn Ads? Je pense que oui. Ok. Je pense que oui. J'en suis pas entièrement sûr. Moi, j'essaie vraiment de faire des rectangles le plus haut possible. Qui prennent le plus de place. D'accord, ok. Ouais. Mais non, moi je dirais que oui. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aller entre 1/1 jusqu'à ce fameux 9/16e. Hmm. Et après, on peut évidemment aller voir dans LinkedIn. Vous tapez dans LinkedIn LinkedIn Ads, Single Image Ad Specs, et là, boum, vous allez avoir une spécification précise. Deuxième format que j'utilise beaucoup, c'est Lead Gen Form. Donc la personne elle clique sur l'image ou elle clique sur l'image ou sur Call to Action, et ça lui ouvre un formulaire interstitiel natif qui permet de mettre ses coordonnées de contact. Donc c'est quand même un format qui fonctionne vraiment bien. Et un format très puissant, c'est le format Thought Leader Ads. Donc là, par exemple, c'est un format que j'ai sponsorisé. Donc en fait, on voit pas trop, mais là, on voit la personne qui a fait le post, et là, on voit derrière en partenariat avec tel annonceur. Donc ça fait des pubs vraiment qui ne ressemblent pas à des pubs. Format vidéo. Pareil, on peut faire en 1/1 et en 9/16e. Et les deux formats, Spotlight et texte. Donc ça, c'est les formats un peu desktop only, donc jamais en mobile, qui permettent d'avoir beaucoup d'impressions. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Donc par rapport à l'avantage au format image unique, pour moi, c'est vraiment le format le plus facile à déployer au début parce qu'on met juste une image et typiquement, ça donne des bonnes performances. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'inconvénient à utiliser des single image ads. Deuxième format, lead gen form, donc très efficient pour générer des leads. Après, le minus, c'est que faut faire le test, mais typiquement, on pourra avoir des leads qui seront un petit peu moins qualitatifs que ceux qui ont été dirigés vers le site web. Après, d'ailleurs, post Thought Leader Ads. Donc là, c'est vraiment le format qui va permettre de mettre en avant vos leaders et experts internes, de montrer que votre marque, c'est vraiment une marque entre guillemets humaine, et aussi d'avoir beaucoup plus d'engagement. Sachant que l'idée, c'est pas de pousser n'importe quoi. Moi, j'ai tendance à pousser des posts qui ont un engagement organique de plus de 3%. Engagement organique, c'est quoi? C'est la somme des likes, etc. et des commentaires divisé par le nombre d'impressions. Ça ne marche pas en organique, ça ne marchera pas en ads. Petite question, quand on gère des stratégies d'influence, est-ce que ça peut être un format qui est poussé, je sais que moi typiquement dans le cadre du LGM Creator Programme, on propose à nos créateurs de sponsoriser à leurs frais leurs posts. Donc ça c'est une question. Est-ce que déjà je peux sponsoriser n'importe quel post ou est-ce que LinkedIn met filtre et ne propose pas tous les posts à sponsoriser? Et est-ce que c'est quelque chose du coup d'intéressant à avoir en tête aussi pour des stratégies d'influence? Excellente question. Le format Thought Leader Ads existe depuis juin 2023, mais depuis, je crois que c'est avril ou un truc comme ça, on peut sponsoriser entre guillemets n'importe quel post dans le monde entier. Okay. Sachant que évidemment, tu vas, je sais pas, n'importe quoi, tu vas taper dans ton campaign manager Monichim, tu vas cliquer sur un des posts en disant sponsoriser ce post. Oui. Évidemment, il faut que Monichim accepte. Bien sûr. Ça va lui envoyer en fait une invitation et il va accepter. Donc ça, il y a ça. Et puis après derrière, effectivement, on appelle ça le whitelisting. Et puis après derrière, effectivement, oui, c'est une bonne idée pour moi d'aller sponsoriser des posts d'une personne via ta page d'entreprise. D'un prescripteur ouais, bien sûr. La dernière fois, sur une des personnes, il m'a proposé tous ses posts et puis sur une autre personne, il m'a proposé que des posts datant de 2021. Trop bizarre. Je sais pas pourquoi. 2021, c'est un bug, ouais. Parce que je me rappelle plus exactement la timeline exacte, mais tu peux pas remonter à plus de 90 jours, peut-être 180. Okay. Je crois que c'est 90 mais jours. Ça devait être un bug alors pour. Ok. Et j'ai une question de Constance qui demande est-ce que c'est la même reco sur les carousels qui ont souvent un meilleur taux d'engagement en organique? C'est une super question parce que les carousels en paid, c'est-à-dire que le format
natif LinkedIn Ads, carousel, c'est vraiment pourri l'expérience. À chaque fois j'ai essayé, c'était horrible les résultats. J'ai jamais encore essayé de pousser en Thought Leader Ads un post carousel et j'ai trouvé la raison pour laquelle on peut pas. En fait, en post organique à pousser, tu peux seulement pousser des posts entre guillemets images uniques ou des Textuel. posts vidéo. Ouais, textuel ou vidéo, c'est ça. Ouais, c'est ça. En gros, textuel plus image ou vidéo. En gros, c'est un peu ça. Sous les objectifs, notoriété de la marque et engagement. Sachant que moi, j'aime bien tester les deux. Typiquement, si j'ai un engagement extrêmement important, la noto, ça marchera mieux en termes d'objectifs. Si j'ai un engagement plus typique, c'est l'engagement qui marchera mieux. Mais comme je ne sais pas quel engagement j'aurai au niveau de la publicité, au début, je lance les 2 campagnes en parallèle. Et elle demande, oui, mais si on pousse, on booste depuis la page entreprise un carrousel, bah, c'est ce que tu disais, Moni, toi, tu as testé de booster du carrousel et ça, les performances étaient pas bonnes. Je pense qu'il faut je te dis, moi, je suis quasiment sûr que tu n'arriveras pas à pousser ce poste-là. Après, peut-être que je me trompe, parce que c'est vrai que j'ai jamais. Ah oui, d'accord. On pourrait set up un carrousel from scratch. Par contre, en boost, t'es pas sûr que ça fonctionne. En fait, oui, tu peux créer une carousel ad, C'est ça. si tu veux, de manière native dans ton campaign manager. Par contre, booster un post organique sous forme de carousel, franchement, je vais essayer après. Mais je suis quasiment sûr que c'est pas possible. Ok. Bon, elle dit qu'elle a déjà testé et qu'elle le fait depuis 1 mois. Mais et toi, Constance, du coup, tu as quoi comme résultat? C'est quoi la question derrière ça? Elle tape. Si tu veux, en attendant, tu peux faire un autre format, Moni. Ouais, je vais continuer. Format vidéo ads, donc ça, c'est un format qui est extrêmement sous-exploité. Personne n'en fait, malheureusement. Pourquoi c'est puissant? Ça fait un fort impact émotionnel sur les personnes. C'est facile d'expliquer si vous avez une offre très complexe. C'est facile d'expliquer votre offre plutôt que passer par votre site web. Et enfin, ça nourrit très rapidement une audience de retargeting. Si vous voulez construire une audience de retargeting rapidement, le meilleur moyen, c'est des vidéos ads, audience froide, vidéo ads entre 30 et 1 minute. Et vous retargetez le 50% les gens qui ont regardé au moins 50% de la vidéo. Le problème de la vidéo, évidemment, c'est qu'il faut une capacité, une volonté de produire des vidéos, sachant que c'est pas obligé de payer une agence 50 000 balles pour faire une vidéo. On peut faire une vidéo soi-même. Tant qu'on raconte des choses intéressantes et qu'on a un bon message, on peut faire une vidéo avec l'iPhone, téléprompteur et c'est parti. Text ads, ça c'est le format que personne n'utilise, qui est presque gratuit si on est malin. En fait, si on prend l'objectif trafic, on paye quasiment rien. Pourquoi? Parce que les gens ne cliquent pas sur ces pubs. Par contre, ils les voient. Donc, typiquement, sur les text ads, j'ai des CPM à 1 euro, parfois moins, parfois 10 centimes. Donc, on reste top of mind. Par contre, attention, la fréquence typiquement sera extrêmement élevée. Donc, l'idée, c'est de mettre plein de publicités en rotation. Mettre 20, 30 publicités différentes et mettre en rotation équilibrée, évidemment. Le format grand frère des text ads, c'est Spotlight Ads. C'est un tout petit peu plus cher, mais c'est plus visible aussi. Donc, moi, je trouve ça intéressant aussi de faire une campagne Spotlight Ads. Donc, Text Ads et Spotlight Ads, typiquement, je le mets en retargeting. Et voilà, si vous voulez, je peux passer à la dernière étape. Yes, carrément. Et juste pour terminer sur ce que disait Constance, elle va tester du coup en parallèle d'avoir du carrousel et aussi du single image, parce qu'elle disait je n'ai pas encore testé le single image en parallèle du carrousel et du coup j'ai pas encore de visu sur quel est le plus efficace pour elle. Ouais. Et attention par rapport au reporting des Thought Leader Ads, ça va te donner de manière native, sur tes colonnes, le nombre de clics. Attention, le nombre de clics typiquement, ce sera des gens qui cliquent sur voir plus. Ouais. Donc, si tu veux savoir le nombre de gens qui cliquent vers la landing page, il faut aller dans colonnes, éditer les colonnes et trouver la métrique clic vers la page de destination. Et là, tu vas pouvoir voir vraiment combien de gens ils ont cliqué pour aller voir ta page de destination, sachant que tu peux créer un post organique, laisser sa portée organique mourir après 72-92 heures. Une fois que c'est mort, tu édites le post et tu rajoutes ton lien vers le site web. Tu peux mettre au milieu ou à la fin, éventuellement balisé avec un petit emoji comme un truc comme ça, là, une personne qui une main. Et là, derrière, tu vas pouvoir générer un peu de trafic sur le site web. Voilà. Très clair.
Donc, comment on utilise le budget? Donc, suivre les bonnes métriques, avoir la bonne discipline et optimiser son budget régulièrement. Donc, je vais donner quelques tips par rapport à ça. Donc, ça, c'est la vue globale par campagne. Donc, on peut voir chaque campagne, on peut voir les métriques associées. On peut customiser, on peut personnaliser les colonnes et ensuite enregistrer certains types de colonnes. Ça, je fais ça. Donc voilà, c'est ce que je dis là. Personnaliser les colonnes puis sauvegarder. On peut faire des segmentations par appareil et réseau. Donc voir si on sert si on sert beaucoup sur mobile ou sur desktop. Voir combien d'impressions on envoie sur LinkedIn Audience Network. On en parlera tout à l'heure de ça. Et enfin, attention aux comparaisons de campagnes sous objectifs différents. Un clic n'est pas un clic. Un clic sous des campagnes à objectif trafic du site web, c'est vraiment des gens qui cliquent pour aller voir le site web. Un clic sur une campagne, par exemple, engagement, ça peut être vraiment beaucoup de clics différents. Par exemple, une personne, elle va cliquer sur like, ou elle va commenter, ou elle va cliquer sur la pile sociale, c'est-à-dire pour voir qui a engagé. Ça va compter aussi. Okay. Donc, du coup, forcément, les CTR, les taux de clics vont être différents. Et on va se dire, ah ouais, mais super, j'ai un CTR, j'ai un super CTR sur cette campagne-là. Oui, attention. Voilà, faut faire attention à ça. D'où l'idée de customiser les colonnes pour comparer des pommes à des pommes. On peut aussi faire on peut cliquer sur la campagne pour voir les performances historiques suivant les métriques qu'on veut. On peut du coup détecter la fatigue publicitaire qui est caractérisée par une baisse du CTR, taux de clic. Si on fait de la lead gen, on peut aussi détecter une fatigue de l'offre, c'est-à-dire en gros une baisse du taux de conversion. Et enfin, l'idée aussi, c'est de vérifier que le budget il est dépensé comme désiré. Voilà, on peut monitorer la dépense effective du budget. Et comme je disais tout à l'heure, on peut checker les performances démographiques. Donc, éliminer les intitulés de postes qui sont hors de votre scope, éliminer les entreprises qui sont hors de votre scope. Et par contre, attention aux exclusions par seniorité et par fonction. Pourquoi? Par exemple, si votre cible, c'est tout ce qui est dit DG, CEO, ces gens-là, LinkedIn, pour une raison que j'ignore, il est classifié dans la fonction développement commercial. D'accord. Comme si c'était des biz dev. Donc, si vous vous amusez à exclure la fonction développement commercial, vous allez détruire votre audience. Par rapport à la seniorité, deux considérations. La première considération, c'est que, en vrai, des fois, même un junior qui va juste d'arriver dans la boîte, il va voir la pub, il va dire « Ah, c'est intéressant ça ». Il va en parler à son boss. Deuxième considération. J'ai déjà vu des seniors avec 6 ans, 8 ans d'expérience être classifiés comme premier job. Et moi-même, c'est le cas. Sur LinkedIn Sales Navigator, moi, je suis classifié comme premier job, alors que je suis senior. Donc, pour ça que, attention aux exclusions par seniorité et fonction, faut pas y aller aussi fort que ça. Et là, je montre un petit exemple. Voilà. Donc là, en fait, je montre différents. Là, c'est pour voir les différentes métriques. Ça, c'est pour voir, voir les différents devices. Là, on voit par mobile, on voit les clics mobiles et les clics desktop. Voilà. Là, on prend la campagne. Cette campagne-là, on voit les performances de cette campagne-là uniquement. On peut voir les performances en fait temporelles de la campagne par rapport à différentes métriques. Évidemment, on peut choisir la période, la performance. Et puis après, on peut cliquer sur données démographiques pour voir. Ah oui, là c'est différentes métriques. Voilà, on voit différentes métriques, taux de clic, coût par clic, etc. Et quand on clique là, on peut voir les performances démographiques. Voilà, bon, on va s'arrêter là sur cet écran-là. Et on a une petite question de Constance. Il est 12h35. Est-ce que on est sur la fin de la presse, il me semble. On est à l'étape. On a fini. Là, ça va être toute dernière. Ok. J'ai juste une question de Constance qui demande est-ce que la segmentation par année d'expérience marcherait mieux? J'ai pas trop confiance en ça. Moi, je suspecte qu'en fait, LinkedIn, ils utilisent ton dernier diplôme, ta dernière formation pour te senioriser. Et moi, je crois que c'est pour ça, en fait, qu'ils m'ont mis en junior. Parce que moi, évidemment, je suis en formation continuelle. Et genre, voilà, j'ai dû avoir une certification il y a quelques mois. Et je pense que LinkedIn, il en a déduit
que j'étais un junior. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que, perso, moi, j'utilise pas trop. Je suis plus, moi, j'ai 2 types de ciblage de persona. Soit je fais par intitulé de poste, soit je fais par fonction. Et derrière, tous les jours, hein, quand j'ai lancé la campagne, ou toutes les semaines, je vais checker le rapport démographique et je vais voir les intitulés de poste qui ont cliqué. Et derrière, je vais couper les intitulés de poste que j'aime pas. Moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Trop bien. Tac. Ah bah, elle dit super intéressant, le coup de la dernière expérience. Merci beaucoup. Je te laisse présenter cette dernière slide et il y aura une dernière question de Tiffany. Tiffany, si tu as 2 minutes pour attendre que je prenne ta question juste après, c'est cool. Je te laisse finir, Monique. Yes. Dernier conseil. Typiquement, je coupe le LinkedIn Audience Network et je coupe l'Audience Expansion. Bon, typiquement, c'est quand même du gaspillage de budget pour moi. Deuxièmement, j'adore les enchères manuelles parce que LinkedIn, typiquement, il pousse les enchères automatiques, aussi appelées Maximum Delivery. Et ce qui fait que le problème des enchères automatiques, c'est que l'objectif de LinkedIn, c'est que vous dépensiez votre budget le plus vite possible. Donc, il va mettre des enchères extrêmement agressives, ce qui fait que vous allez payer des clics extrêmement chers. Alors que si vous mettez une enchère manuelle, vous allez forcer LinkedIn à diffuser vos pubs aux enchères que vous voulez, sachant que, évidemment, si votre enchère n'est pas assez compétitive, vous n'allez pas dépenser votre budget. Donc, il faut jouer un petit peu avec ça. Se créer un petit algorithme. Est-ce que hier, j'ai dépensé mon budget? Si j'ai dépensé tout mon budget, mon enchère était peut-être trop forte. Si j'ai dépensé 10% de mon budget, mon enchère était sûrement trop faible, sachant que, attention, le week-end, typiquement, on dépense moins parce que les gens sont moins présents sur LinkedIn. Donc, regardez plus les jours de la semaine. Les exclusions, c'est important. Vérifier les métriques régulièrement et couper ce qui ne marche pas, évidemment. Il ne faut pas laisser les campagnes en autopilote. Donc, vérifier souvent les campagnes au début. Et puis après, minimum 1 fois, 2 fois par semaine, vraiment, regardez ce qui se passe en termes à l'échelle des pubs, mais aussi à l'échelle des campagnes. Analyser le comportement post-clic, voir ce qui se passe sur votre site web, utiliser Analytics, utiliser Hotjar pour voir comment les gens ils interagissent avec votre site web, voir s'ils comprennent, voir s'ils restent pendant 2 secondes ou s'ils restent pendant 2 minutes, c'est vraiment important. Et enfin, extrêmement important, donc pour moi, mis à part le contenu du site web, le plus important c'est quoi? C'est le ciblage et les créas. Et quand je parle de créa, je parle du texte et du visuel. Il faut toujours innover, toujours chercher de nouvelles choses. Parce que c'est là, en fait, que vous allez pouvoir vous différencier et c'est là que vous allez pouvoir devenir top of mind. Si vos pubs, elles sont remarquables et que vous montrez vos pubs aux bonnes personnes, au bout de plusieurs mois, les gens vous diront, et ça, c'est un retour que j'ai de mes clients, je vous vois partout. Du coup, forcément, ça aide vachement au niveau des sales. Trop bien. Merci beaucoup, Moni. Yes, merci. C'était super cool. J'ai une question du coup de Tiffany qui demande: est-ce que tu penses que LinkedIn Ads est intéressant pour un freelance qui vend des prestats high ticket cible CEO de type ghostwriting, à peu près 2 cas mensuels? Ouais. Ah oui, 2 cas mensuels. Objectif, générer des rendez-vous prospects avec des CEO. Ouais, non, mais 2 cas mensuels, c'est bien, ça fait sens. Pour moi, pour tout ce qui est freelance et compagnie, donc typiquement, c'est quand même des gens qui font des contenus de qualité sur LinkedIn. Donc moi, je dirais y aller plutôt fort sur des thought leader ads, clairement. Thought leader ads, ouais. Thought leader ads, donc en gros, pousser tes propres posts qui ont performé en organique. Ton top 10, top 15 de posts organiques en termes de perf. Attention, pas des posts entre guillemets pure top of funnel qui n'ont rien à voir. Des posts quand même expertise, des posts qui sont reliés à ton expertise. Aussi des posts peut-être qui ont fait peut-être un peu moins d'impression, mais qui ont généré des leads. Moi, j'ai des posts comme ça qui ont généré des leads. Pour moi, il faut pousser ces posts-là sur ton audience. Et derrière, ce que je dirais, voilà, j'imagine que tu n'auras pas un budget monstrueux. Donc, du coup, en conséquence, vraiment targeter. Pas prendre tous les CEO de France et de Navarre parce que tu en auras trop dans ton audience. Et du coup, moi, je dirais vraiment targeter, donc vraiment prendre les secteurs les plus affinitaires avec ton offre, voire même targeter une liste. Tu vois, je dis n'importe quoi. Imagine, je sais pas, tu as quelques centaines de comptes qui pour toi sont vraiment intéressants. Allez juste targeter ces comptes-là. Et après, derrière, mettre un budget test. Franchement, hein, tu peux partir avec un budget de 300 € par mois, donc 10 € jour. Et déjà, avec ça, avoir des résultats. C'est-à-dire que en fait, tu vas montrer tes meilleurs contenus exactement aux bonnes personnes.
Et ça, c'est hyper intéressant de faire ça. Et du coup, elle peut mettre un thought leader post avec quand même comprendre que le CTA, c'est je suis ouverte à de la presta, quoi. Bah, disons que par exemple, tu peux avoir, c'est ce que font pas mal de gens, c'est avoir une micro signature, tu sais, en bas là. Genre, tu mets PS. Moi, par exemple, c'est PS, je suis Moni, expert LinkedIn Ads, machin. Enfin voilà, j'ai Yes, etc. je vois très bien. Donc tu peux mettre ça. Tu peux, si tu as LinkedIn Premium, tu peux mettre un CTA au niveau de ton profil. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont voir ton post, ils vont voir un petit lien. Ça peut être prendre un rendez-vous. Prendre un rendez-vous. Ouais, très très clair. Prendre un rendez-vous, par exemple. Voilà. Ouais, il faut bien set up son compte en amont et ouais, carrément. Ouais. Et pour moi, une bonne idée, franchement, par rapport à tes posts Thought Leader Ads, que tu vas booster, bah ouais, c'est que éventuellement tu mets un lien vers ton site, tu mets un lien vers ta newsletter, vers tes vidéos YouTube. Enfin voilà, tu vois, l'idée c'est de faire de la cross-pollination vers tous tes écosystèmes de contenu pour vraiment entourer les gens et les faire entrer dans ta sphère d'influence multicanal. Trop bien, dans son écosystème. Génial. Il y a un grand merci de Constance qui dit que c'était passionnant. Tiffany également pour sa question hyper intéressante. Merci. Top ses conseils. Un grand merci. Paul aussi qui a posé pas mal de questions qui est parti et qui disait merci beaucoup. À bientôt. Donc un grand merci Moni. Je vois que ce sujet qui est un sujet peu représenté quand on parle d'outbound et en fait qui fait très bien écho avec la grosse machine et tout ce qu'on peut faire pour prospecter. C'était super de le traiter et super pour le récap. D'ailleurs, une question qui m'a été posée, est-ce que tu es ouvert à l'idée de partager ces slides ou tu préfères pas? Il n'y a aucun souci. Ouais, je l'ai partagé. Ouais, ok. Bah, ça sera mis sur le Playground. Ouais. Je suis sur LinkedIn, évidemment. Donc, ajoutez-moi sur LinkedIn. Ok, donc le replay sera sur le Playground et pour la présentation, je mettrai ton contact, Moni. Yes. Trop bien. Super. Bon. Merci beaucoup et à très très bientôt pour les prochaines sessions. Tout l'agenda du Playground est là-bas. Et encore merci Moni pour cette super masterclass. C'était hyper riche. Donc merci beaucoup. On a un peu dépassé, mais ça valait le coup de suivre tous tes enseignements. Ouais, ça trouve. Merci beaucoup Héloïse pour l'invitation et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues sur le podcast. Super. Merci et à bientôt. Au revoir.